Rebonjour à tous. Alors, je vous propose qu'on reprenne pour cette deuxième session liée à la modélisation énergétique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ariane et Tim qui travaillent dans l'équipe World Energy Outlook de modélisateurs de l'AIE et qui sont spécialisés sur le secteur du bâtiment, qui vont donc vous présenter comment on estime la demande en énergie dans ce secteur et bien décortiquer avec vous la démarche d'estimation d'énergie avec cet exemple du secteur des bâtiments. Sans plus tarder, je leur passe la parole et je vous remercie, Ariane et Tim, de prendre le temps de nous rejoindre pour cette formation. Merci Arnaud. Et donc c'est un grand plaisir pour nous de vous présenter donc, ce qu'on fait à l'AIE et comment on peut faire de la modélisation dans le secteur des bâtiments. Donc sans plus tarder, les grandes lignes donc, de cette présentation. Donc on va vous présenter comment on peut modéliser donc, le secteur des bâtiments, évidemment, en réfléchissant sur la représentation des activités, la structure et les performances de ce secteur. Comment on détermine les variables qui permettent de driver ce secteur. Comment on estime l'énergie utile de notre modélisation. Comment on alloue les différentes technologies et les énergies et comment estimer la demande en énergie finale. Donc tout d'abord, revenons sur un graphe que l'on obtient avec nos scénarios de modélisation qui va chercher à répondre à la question suivante: à quoi va ressembler le futur dans le secteur des bâtiments? Donc ici, on se place dans le cadre d'un scénario politique annoncé, donc avec une évolution des émissions qui est relativement stable à partir de 2020, une croissance de la consommation d'énergie totale, et on voit que c'est surtout l'électricité qui augmente fortement sa part dans le mix énergétique. Donc dans ce cadre, dans ce scénario-là, les émissions de CO2 ne diminuent pas fortement, contrairement au scénario développement durable, où là on observe une diminution beaucoup plus importante, avec aussi donc, corrélé au fait que les énergies fossiles décroît beaucoup plus fortement, et donc la consommation d'énergie totale va légèrement baisser par rapport à l'année de départ, qui est aux alentours de 2020. Et on a tout de même une croissance de la consommation d'électricité. Donc on voit que suivant les politiques qu'on prend en compte dans ce scénario, suivant les choix technologiques qui vont être faits, le mix énergétique qui va en résulter va être très très différent. Et donc c'est à ces questions-là que cherche à répondre la modélisation. On va passer maintenant à une question Menti. Donc vous pouvez vous rendre sur le site menti.com et Arnaud, je crois, va partager son écran pour vous montrer les résultats de vos réponses. Oui, vous devriez voir l'écran. On est toujours sur le même code que depuis ce matin. Donc c'est 447647. Et Voilà. Ariane, Tim, je vous laisse commenter. Ariane, il y avait juste un participant qui peut demander si tu peux parler un peu plus fort. Alors peut-être que ça s'est réglé. Oui, d'accord. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de mon micro ou pas, mais dans tous les cas, je vais parler plus fort, comme ça on est sûr que tout le monde entende bien. Donc la première question, c'est en Afrique subsaharienne, quel type d'énergie est le plus utilisé dans le secteur des bâtiments après la biomasse traditionnelle? Donc vous avez le choix entre l'électricité, le pétrole, le gaz, le charbon, l'utilisation moderne de la biomasse, le solaire thermique. Donc là, on a fortement, les participants votent fortement pour l'électricité, avec un petit peu
le pétrole. Donc là, on se place vraiment uniquement dans le secteur des bâtiments, hein. On ne pose pas la question pour le mix énergétique total. Je pense qu'on va pouvoir déjà commenter ce premier résultat. Donc il faut savoir effectivement que l'utilisation traditionnelle de la biomasse représente normalement la plus grande partie de l'énergie qui est consommée dans le secteur des bâtiments, donc près de 93%. Mais donc si on enlève ce vecteur énergétique, c'est l'électricité qui vient en deuxième position. Donc la bonne réponse était bien l'électricité qui représente à peu près 4% de la demande totale. Et après seulement viennent le pétrole, le gaz et le charbon. On va pouvoir passer à la deuxième question de Menti, qui est à l'avenir, selon vous, quel type d'énergie va répondre à la croissance de la demande en énergie? Donc, vous pouvez classer les différentes énergies qui vous sont proposées. Donc, parmi lesquelles l'électricité, pétrole, gaz, charbon, la biomasse et le solaire thermique. Donc là, c'est vraiment une question beaucoup plus prospective sur les évolutions futures dans le secteur des bâtiments. Donc là, on voit qu'il y a encore beaucoup de personnes qui choisissent l'électricité, un peu plus à coup de coude avec le solaire thermique qui est passé devant. Je laisse encore quelques instants pour que les participants puissent voter, pour que ça se stabilise. Et on peut dire que donc les principaux vecteurs énergétiques qui ressortent, c'est au moins l'électricité et le solaire thermique, suivi effectivement pas loin par la biomasse moderne. Et effectivement, donc, dans les scénarios de l'AIE, on envisage une très forte croissance de l'électricité, notamment due au fait que de plus en plus de personnes vont gagner accès à ce vecteur énergétique, notamment via des politiques d'électrification. Mais il va aussi évidemment y avoir une forte croissance d'autres énergies, notamment du gaz et des autres énergies renouvelables, donc la biomasse notamment et le solaire thermique. On va pouvoir revenir à la présentation. Donc je vais de nouveau partager mon écran. Hop. Et on va pouvoir revenir à la façon dont on obtient ces différents résultats, donc vraiment la modélisation. Donc, comme on l'a dit, on se concentre sur le secteur des bâtiments. Ici, vous avez le schéma représentatif du modèle que nous utilisons à l'AIE, donc le World Energy Model, donc avec les différents secteurs qui composent ce modèle. Et en rouge, donc surligné en rouge, encadré en rouge, vous avez donc le secteur des bâtiments qui comprend à la fois les bâtiments résidentiels et les bâtiments liés aux services. Donc c'est là où on a la demande en énergie finale, et ces demandes en énergie finale sont évidemment liées aux demandes en services énergétiques. Donc on va détailler après comment ça fonctionne et à quoi ça correspond. Mais une première chose à retenir de ce schéma, c'est que la modélisation, évidemment, dépend aussi des hypothèses sur les prix des différents vecteurs énergétiques que le secteur consomme. Et donc, en l'occurrence, il y a un lien entre la modélisation que l'on fait dans le secteur de la production d'électricité et de chaleur et notre secteur des bâtiments, puisque les différents prix des fuels vont avoir un impact sur les différentes shares, les différentes
proportion de technologies qui vont être utilisées dans le secteur des bâtiments. Donc, non seulement les prix finaux de l'électricité et de la chaleur, mais également le prix donc des carburants fossiles. Il va y avoir des boucles de rétroaction entre ces différents éléments du modèle. Mais ce sont des points que je crois que vous allez regarder un peu plus tard dans la suite de votre formation. Pour l'instant, concentrons-nous donc sur le secteur des bâtiments en lui-même. Et la première chose que l'on doit faire lorsqu'on s'attaque à un secteur, c'est comprendre le système énergétique qu'il représente, le système sous-jacent. Et la première question que l'on se pose, c'est que veulent les utilisateurs, des services dans le bâtiment. Et donc la réponse à cette question, c'est évidemment des services énergétiques, comme par exemple la demande de froid ou la demande de chauffage, la demande d'eau chaude, donc ce qu'on appelle la demande d'eau chaude et sanitaire, la demande de cuisson, ou encore par exemple la demande de lumière. Ces différents services énergétiques, il va falloir les satisfaire avec différentes technologies. Et donc, on va devoir représenter ces différents équipements qui permettent de satisfaire la demande de services énergétiques. Donc, ça peut être des climatiseurs, des lampes, des frigos, etc. Et à chaque équipement, il va falloir définir une efficacité, donc c'est-à-dire quelle énergie l'équipement consomme et combien d'énergie l'équipement doit consommer pour satisfaire la demande de services énergétiques. Donc finalement, on peut distinguer trois principaux domaines. L'activité pour la demande de services énergétiques, la structure, tout ce qui est en lien avec les équipements, et la performance, donc tout ce qui est en lien avec l'efficacité de ces différents équipements. Et ces trois grands domaines vont devoir être décrits dans le modèle que nous allons construire. Donc si on arrive au détail du modèle que là on a mis en place à l'EIE, donc ça c'est un exemple de modèle qui a été mis en place à l'EIE, mais évidemment chaque modèle va avoir des petites différences et c'est à chaque modélisateur de choisir les différents éléments qu'il va vouloir inclure dans sa modélisation. Mais donc, dans notre modèle du WEM, de l'AIE, on a tout d'abord des données en entrée qui reprennent les données historiques du secteur des bâtiments, couplées avec les données socio-économiques. Donc, parmi les données historiques, il y a les bilans énergétiques, le parc de bâtiments, c'est-à-dire les bâtiments ont des enveloppes, ont des besoins énergétiques différents, donc il va falloir décrire les différents bâtiments qui composent ce parc. Généralement, plus ils sont vieux, moins ils sont performants, mais ça dépend, il faut pouvoir décrire ces différentes hypothèses. Évidemment aussi les nouvelles constructions qui vont nous permettre aussi d'alimenter la description du parc de bâtiments, mais aussi faire de la prospective sur les nouvelles constructions dans le futur, les ventes et parcs d'équipements pour chaque secteur, sous-secteur de demande, des indicateurs d'efficacité énergétique. Pour les données socio-économiques, on va devoir renseigner donc, les grands indicateurs comme la population, taux d'urbanisation, taux d'électrification, PIB par habitant. Ces différentes données d'entrée vont nous permettre de définir les déterminants de la demande en énergie. Donc, par exemple, l'occupation des ménages, qui va dépendre donc, évidemment de l'évolution de la population et du parc de bâtiments. Et à partir de ces déterminants de la demande en énergie, donc on va définir une activité et on aura une demande en énergie utile. Pour satisfaire cette demande en énergie utile, comme je le dis, donc il va falloir définir des équipements qui vont satisfaire la demande. Et ces équipements, pour les déterminer, il va falloir
avoir des données sur ces différentes technologies, donc notamment les coûts, donc tout ce qui est question de prix, et comme on l'a dit aussi dans la slide précédente, des données sur les performances, l'efficacité de ces différents équipements. Il faut aussi renseigner d'autres paramètres technico-économiques, donc comme la durée de vie, l'intensité énergétique, etc. Une fois qu'on a ces différentes données qui nous renseignent donc sur les équipements, on va pouvoir définir quelles sont les technologies exactement qui vont satisfaire la demande. Donc pour définir la structure de notre parc d'équipements, dans l'AIE, on utilise une allocation basée sur les coûts, mais on y reviendra évidemment. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole directement. Oui, on peut. Jusqu'à présent, on gardait peut-être plus pour la fin toutes ces questions. Donc, comme vous voulez, Ariane et Tim, si vous préférez continuer à avancer un petit peu ou bien prendre en cours de route les questions, c'est comme vous souhaitez. Moi, ça ne me dérange pas de laisser la parole à celui qui a levé la main. Là, j'ai plus son nom, mais peut-être que si c'est une question vraiment sur la slide, il peut. La main est redescendue, donc c'était peut-être une fausse manipulation. Ok. Mais en tout cas, oui, pour les participants, n'hésitez pas à lever la main ou à poser directement vos questions dans la fonctionnalité Q&A. Ok, très bien. Bon, en tout cas, je continuer, mais n'hésitez pas si vous avez des questions et que je ne suis pas assez claire sur les slides. Donc, j'en étais. Donc, on a donc défini notre structure de technologies qui permettent de satisfaire la demande en énergie utile. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir définir donc, nos grands outputs, nos grands résultats qui nous intéressent au final d'obtenir, à savoir la demande en énergie finale, les émissions CO2 associées et les investissements nécessaires pour ces différents équipements. Donc, si je reprends mon exemple d'occupation des ménages qui avait été défini à partir des données d'entrée, donc population notamment, et nombre de bâtiments. Cette occupation des ménages va nous permettre de définir, par exemple, la demande de chauffage ou la demande de froid. Donc, c'est ça notre demande d'énergie utile. Et à partir de cette demande de chauffage, on va définir quelles sont, par exemple, on va prendre plutôt la demande de froid sur laquelle on va revenir plus tard dans un exercice Excel. La demande de froid va être satisfaite par différents types de climatiseurs. Ces différents types de climatiseurs ont pu être définis grâce à nos données technologiques qui décrivent ces différents types de climatiseurs. Et à partir donc de ces deux données, on obtient donc notre consommation d'énergie finale et nos émissions CO2. Donc, comme vous l'avez pu voir, c'est un modèle qui demande de nombreuses données. Et donc, généralement, pour la modélisation, on a besoin d'avoir des bases de données assez structurées, très fines, les plus fines possibles. Et c'est un élément absolument essentiel de la modélisation énergétique. Donc, par exemple, dans le secteur des bâtiments, pour chaque sous-secteur de notre de services résidentiels et tertiaires, il va falloir définir des indicateurs, des usages finaux pour définir les données dont on va avoir besoin. Pour alimenter ces données, donc, il faut avoir des données sur les technologies, des données sur les coûts, des données sur les politiques publiques qui vont être mises en place. Et tout ça va alimenter notre modèle et va pouvoir nous permettre d'obtenir les différents résultats de la modélisation. Et donc, on va revenir par la suite sur comment on structure et comment on organise ces différentes données. Tout d'abord, nous allons revenir sur les déterminants de la demande en énergie. Donc, c'est ce que je vous ai donné comme exemple avec l'occupation des ménages. Ces déterminants de la demande en énergie ont évidemment un rôle clé
dans la description des modèles de consommation d'énergie. Et pour définir ces déterminants, il faut utiliser des indicateurs et il faut donc choisir les meilleurs indicateurs qui nous permettent de décrire ce qui s'est passé dans le passé, dans l'historique, et qui vont nous permettre ensuite de définir une évolution dans le futur. Et pour ça, on va... donc ça, c'est le petit modèle qui est utilisé dans chaque sous-secteur de notre modèle, où on a les variables déterminantes qui vont, grâce à une analyse économétrique, nous donner une demande en service énergétique utile, qui va nous permettre, donc, comme je l'avais dit, d'allouer les différentes technologies et qui ensuite va nous donner, grâce au niveau d'efficacité, la demande finale en énergie. Mais donc là, on se concentre sur le premier point, donc les variables déterminantes. Et pour projeter ces différentes variables déterminantes, ces variables d'activité, on va utiliser différentes méthodes, donc, qui peuvent être basées sur des régressions, des courbes S-curve ou autres, ou encore sur des données ONU ou d'autres rapports, d'autres instances internationales. Et c'est à partir de ces différentes méthodes qu'on va pouvoir reconstituer et définir une évolution future des variables d'activité. Et c'est ce qu'on va détailler un peu dans la suite. Mais avant de détailler donc, ces différentes méthodes, donc, Tim va s'en charger, on a une dernière question Menti. Donc vous pouvez retourner sur menti.com et répondre à la question suivante. Voilà, merci Arnaud. Donc la question est la suivante. En sachant la demande de service énergétique moyen d'un climatiseur, quel paramètre est le plus important pour estimer la demande totale? Donc vous avez le choix entre l'espace au sol, le nombre de ménages et le taux d'équipement moyen par ménage. Donc je laisse un petit peu de temps pour que les gens puissent répondre. Donc là, on voit qu'il y a surtout des réponses. Les participants votent principalement sur l'espace au sol et le taux d'équipement moyen par ménage. Et personne ne vote sur le nombre de ménages. Ah, une personne maintenant. Donc en fait, toutes les réponses sont bonnes, finalement. Puisque pour définir la demande de service énergétique, il faut pouvoir avoir évidemment la surface qui va être refroidie. Donc l'espace au sol, évidemment, est une bonne réponse. Le taux d'équipement va donner le nombre d'appareils par ménage. Donc évidemment, on va aussi avoir besoin du nombre de climatiseurs en service. Et pour avoir le nombre de climatiseurs en service, il faut évidemment aussi avoir le nombre de ménages total, puisque le stock va être égal au taux d'équipement fois le nombre de ménages. Mais évidemment, donc les trois réponses sont importantes pour estimer la demande totale. On va pouvoir passer à la question suivante. Qui est, en sachant le besoin en service énergétique par ménage pour le chauffage d'eau, quel paramètre est le plus important pour estimer la demande totale? Donc là, on voit que les participants votent principalement pour le nombre de personnes par ménage.
Et personne ne vote pour l'espace au sol cette fois-ci. Et quelques personnes pour le nombre de ménages. Donc évidemment, là, pour la demande de services énergétiques liés au chauffage de l'eau, l'espace au sol n'est pas important, puisque on considère que la demande d'eau chaude sanitaire dépend plus du nombre de personnes et pas de la surface que les ménages occupent. Donc évidemment, le nombre de personnes par ménage va être le paramètre le plus important pour estimer la demande totale. Et effectivement, en deuxième, le nombre de ménages va aussi être utile pour définir évidemment la demande totale, puisque les deux paramètres vont être nécessaires pour répondre à la question de la demande de service énergétique total et donc la demande d'énergie totale. Et je vais laisser maintenant la parole à Tim qui va vous expliciter donc comment faire ces différents liens entre les indicateurs et les variables, les différents déterminants de service énergétique et quelles sont donc les méthodes économétriques par exemple que l'on peut utiliser pour créer ces fonctions. Merci beaucoup, Ariane, et bonjour à tout le monde. C'est bien un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Je suis bien contente de voir qu'il y avait quelques questions intéressantes pendant la matinée. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la présentation et on peut soit répondre à des questions pendant la présentation si c'est quelque chose que ce serait bien de clarifier avant de procéder. Sinon, on va avoir le temps pour échanger sur les questions à la fin de cette présentation. Donc, comme elle a dit Ariane, moi, je vais vous parler plus sur cet processus de passer, de commencer avec les variables économiques telles que le PIB, la population, le taux d'électrification, le taux d'urbanisation, etc., de passer de ces variables jusqu'à le point où on a une demande en service énergétique. Donc, comme on a vu avec les slides précédents, on utilise les variables d'activité pour nous aider à expliquer cette demande en service énergétique. Donc, les variables d'activité, c'est pour bien être la taux de possession des appareils ménagers, ça peut être la taille des ménages en termes de le nombre de gens par ménage ou en termes de la surface au sol de chaque ménage. Et donc, souvent, on va avoir ces données, donc ces variables d'activité, qui vont exister pour les périodes historiques. Peut-être c'est un recensement, c'est des sondages faits dans la population qui nous fournissent ces données. Mais c'est sûr qu'on ne va pas avoir ces données dans l'avenir. On n'a pas des projections fournies de ces données. Donc, c'est à nous de projeter ces données pour qu'on a tout ce qu'il faut pour ensuite fournir les données nécessaires à notre modèle pour ensuite calculer la demande énergétique. Donc, moi, je vais vous parler de le processus que nous, on utilise et sûrement, il y a plusieurs méthodologies qu'on peut utiliser pour expliquer les relations entre ces variables économiques et ces variables de demande en énergie utile et les variables d'activité. Donc, nous, à l'AIE, on commence avec les variables telles que le PIB, la population, qui sont les variables exogènes pour lesquelles on a des projections dans l'avenir. Donc, ça veut dire qu'on a des projections qui viennent de la Banque mondiale, de FMI ou d'autres organisations qui nous donnent une hypothèse sur l'évolution du PIB sur ces autres variables macroéconomiques. Mais ensuite, on a besoin d'utiliser ces variables pour calculer nos variables d'activité. Donc ici, dans cette graphique, on peut voir sur l'axe X le PIB par capita. Donc ça, c'est une variable exogène pour nous, pour lesquelles on a des valeurs historiques et les valeurs projetées pour l'avenir. Et sur l'axe Y, on a le nombre de gens par ménage. Et donc, ici, on peut populer cette figure avec tous les points de données qui sont disponibles, soit pour le pays, soit pour la région, soit pour le monde. Et quand on met toutes ces données sur cette figure, on commence à voir tout de suite une relation entre le nombre de gens par ménage et le PIB par capita. Dès qu'on commence à augmenter le PIB par capita
d'un pays, on voit une baisse du nombre de gens par ménage en moyenne. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est de mettre ensemble ces données pour commencer à voir les relations entre les données et ensuite utiliser, quantifier ces relations. Et on va servir de ces équations. Donc, ici, c'est une courbe inverse et on a l'équation à droite. Et on va s'en servir de ces équations pour projeter dans l'avenir le nombre de personnes par ménage dans cet exemple. On va voir que pour chaque usage différent de l'énergie, par exemple ici, on parle de le nombre de frigos, on va avoir une relation, une courbe qui peut être légèrement différente. Donc, c'est à nous de prendre toutes les données disponibles et de calculer ces équations qui décrivent l'évolution de ces variables d'activité dans l'avenir et aussi pour remplir les trous de données dans la période historique. Donc, ici, on voit que le nombre de frigos par ménage, évidemment, ça commence à 0. Ici, en bas, sur l'axe X, c'est marqué un critère discriminant. Et moi, je vais parler de ça plus tard, mais on pourrait aussi bien imaginer que sur l'axe X, on a le PIB par capita encore. Et donc, ça va suivre une relation assez similaire. Et donc, si on a un PIB, un revenu par ménage ou par personne qui est très, très faible, on ne va pas avoir le pouvoir d'achat pour acheter un frigo. Mais dès qu'on commence à augmenter notre niveau de revenu, on va avoir plus d'argent et on va peut-être prioriser l'achat d'un frigo. Évidemment, il faut avoir un accès à l'électricité et je vais revenir sur ces points plus tard. Et dès qu'on est de plus en plus riche, il y a une plus forte chance qu'on va acheter un frigo. Mais après, à un moment, on a déjà acheté un frigo, peut-être on en a 2, et on arrive à un niveau de saturation. Donc, même si on continue d'avoir de plus en plus d'argent, ça ne sert à rien d'acheter un deuxième ou un troisième frigo. Donc, on va voir la courbe, la relation entre ces deux variables qui s'aplatit dans le temps. Donc, je reviens sur ces points. C'est à nous de mettre ces données ensemble et de définir ces relations. Et on va voir que pour les situations comme les frigos, on a une courbe de S assez évidente, mais ici, on a le taux de possession de climatiseurs en fonction des revenus. Donc, on a les revenus encore sur l'axe X et sur l'axe Y, le taux de possession des climatiseurs. Mais on peut dire que cette nuage de points, ça n'a pas de sens, on ne voit pas de relation de tout. Mais des fois, on a besoin de quelques informations de plus pour faire sortir cette relation entre les variables d'activité qui nous intéressent et les variables socio-économiques qui nous sont fournies par d'autres institutions. Donc ici, pour le taux de possession des climatiseurs, on classe les points de données par le niveau de besoin de froid. Donc ici, c'est mesuré par le degré jour de refroidissement. Donc, on voit bien que les points rouges, donc ça, c'est les pays qui ont les besoins de froid les plus élevés. Eux, ils ont un taux de possession qui grimpe beaucoup plus rapidement quand le revenu de chaque ménage va grimper. Évidemment, ça a du sens parce que pour un pays où il fait très chaud, si je commence à avoir un peu d'argent, je vais prioriser l'achat de quelque chose qui va m'apporter ce confort thermique. Mais si je suis, je ne sais pas, dans le nord de la Russie, il fait très froid, donc je n'ai pas besoin d'acheter un climatiseur. Donc, même si je suis très riche, je ne vais pas prioriser cet achat. Donc, ces points, c'est juste pour montrer que souvent, on a besoin d'apporter un peu plus de données pour pouvoir définir une relation qui va nous aider à projeter les variables d'activité et ensuite de comprendre l'évolution de la demande utile en énergie. Donc ici, je fais juste une synthèse de quelles variables d'activité nous on utilise pour chaque usage d'énergie dans le secteur des bâtiments. Et ensuite, quel est le variable socio-économique? Donc ici, c'est le proxy qui nous sert pour projeter cette variable d'activité. Donc pour le cuisson, c'est le nombre de personnes par ménage qui nous intéresse parce que c'est cette variable qui va le mieux expliquer la demande en énergie ou la demande de services énergétiques pour cuisiner dans un ménage. Mais pour l'éclairage, si on dit qu'il y a des ampoules dans chaque pièce, c'est plutôt la surface par ménage qui nous intéresse. Et donc pour la cuisson, c'est
les personnes par ménage, c'est une courbe inverse, et comme nous, on a vu dans la première figure ici que j'ai présentée. Et donc, si on est plus riche, on a moins de gens par ménage. Mais pour l'éclairage, c'est le contraire, c'est un courbe S. Donc, dès qu'on est plus riche, on commence à augmenter le surface moyen par ménage, jusqu'au point où on arrive à une saturation parce qu'on a un ménage tellement grand que ça ne sert à rien de continuer à agrandir encore plus. Donc, pour le chauffage de l'eau, comme vous avez vu dans le question Menti, c'est plutôt le nombre de personnes par ménage qui nous intéresse parce que chaque personne, si chaque personne prend une douche, le nombre de douches par jour, ça va être en fonction de le nombre de personnes dans la maison. Donc, encore, c'est une courbe S. Pardon, il y a une faute ici, ça devrait être un courbe inverse qui décrit le nombre de personnes par ménage. Je vais corriger ça pour vous. Donc, passons au refroidissement. Donc, c'est le taux de possession des climatiseurs qui nous intéresse et qui explique le mieux la demande en service énergétique pour cet usage de l'énergie. Et le proxy, encore, comme pour tout, c'est le PIB par capita, ou le produit national brut par capita. Si vous n'avez pas le produit national brut, le PIB, ça suffit largement. Et donc, pour tous ces usages, donc refroidissement et les appareils ménagers tels que les frigos, les télés, etc., c'est un courbe S qui va décrire cette relation entre le PIB par capita et le taux de possession, donc le variable d'activité. Mais on va voir dans cet exemple ici que souvent le taux de possession, ça va être décrit, oui, par le PIB par capita, mais le courbe n'est pas vraiment un courbe S et c'est pas, bon, on voit que beaucoup de points de données sont tassés vers l'avant de la courbe. Et donc, ça devient un peu moins utile d'utiliser cette courbe pour décrire la tendance en termes d'unités par ménage d'une possession de réfrigérateur, par exemple. Mais si on regarde la figure à droite, on voit que la courbe S est bien définie ici et qu'il y a plus d'espacement, une tendance plus claire et donc une courbe S qui est plus utile parce que c'est plus ciblé et ça sert plus pour nous de bien projeter la demande en activité. Donc, c'est quoi la différence entre ces deux courbes? La première sur la gauche, c'est que le PIB par capita qui est utilisé pour décrire les relations entre PIB par capita et unité par ménage. Mais sur la droite, c'est le PIB par capita plus d'autres variables exogènes, d'autres variables socio-économiques. Donc, en prenant en compte aussi le fait que un certain pourcentage des ménages n'a pas d'accès à l'électricité et en prenant en compte aussi le taux d'urbanisation dans le pays. Parce que, par exemple, comme j'avais dit tout à l'heure, si on n'a pas d'électricité, on ne va pas acheter un frigo. Donc, on a besoin d'intégrer ces informations aussi. Donc, sur la droite, on prend en compte 3 types de variables socio-économiques pour ensuite pouvoir décrire cette relation en termes de taux de possession des réfrigérateurs. Et donc, ça, c'est un processus différent. C'est le premier processus que j'ai présenté, c'est une régression avec une variable unique. Et là, ici, on parle de régression avec des variables multiples. Donc, il existe plusieurs méthodologies pour faire ce type d'analyse de variables multiples. Mais commun à toute méthodologie, ça va être déjà une identification des variables socio-économiques qui pourraient nous intéresser. Donc, nous avons parlé de le PIB par capita, on a parlé de le taux d'accès à l'électricité, le taux d'urbanisation, mais il y a beaucoup d'autres variables socio-économiques qu'on peut lister. Et ensuite, on peut aussi évaluer la relation entre chacun de ces variables et la variable d'activité qui nous intéresse. Et on peut faire une régression déjà avec une courbe S ou une autre courbe, juste pour évaluer à quel point cette variable socio-économique, donc à quel point ça décrit bien les variables d'activité. Donc, en vert ici, on peut voir que c'est le PIB par capita, le taux de population urbaine, le pourcentage d'urbanisation et le pourcentage d'électrification qui décrit bien cette relation. Et aussi, c'est des variables qui sont assez différentes. Ils ne sont pas liés parce que ça ne sert à rien de prendre le PIB par capita
et le PIB par ménage. Parce que là, c'est deux types de variables socio-économiques qui sont assez similaires et donc ça ne va pas apporter un bénéfice supplémentaire à notre analyse. Tant que le PIB par capita, l'urbanisation et l'électrification sont les variables assez indépendantes et donc on couvre pas mal de la structure socio-économique quand on intègre ces trois variables. Donc, nous utilisons une analyse de variables canoniques pour faire cette analyse avec des variables multiples. Mais comme j'avais dit, il y a plusieurs méthodologies disponibles. En gros, c'est les méthodologies de régression avec des variables multiples. Et on va voir, donc je vais juste récapituler le processus pour faire ces genres de régression. Donc, la première étape, c'est de sélectionner les données et donc d'avoir un échantillon de données disponible avec des données assez complètes pour une période historique et pour l'usage qui nous intéresse. Et après, comme j'avais dit, on va évaluer à quel point chacun de ces variables décrit bien la variable d'activité. Et donc, ça va nous donner cette valeur de R qui nous dit à quel point cette courbe matche bien les valeurs historiques. Et après, on va classer des données. Donc, ça, c'est encore ce que j'avais dit, de classer les variables descriptives selon le comportement. Donc, on va avoir les valeurs économiques, les valeurs climatiques, les valeurs d'urbanisation, les valeurs d'accès à l'énergie. Et on a envie de choisir des variables qui viennent des classes différentes. Il ne faut pas juste avoir deux variables qui sont très similaires, parce que ça ne sert à pas grand-chose de faire ça. Et ensuite, dès qu'on a sélectionné les deux ou les trois variables qui nous intéressent pour cette analyse multivariable, on va faire l'analyse pour ensuite identifier la meilleure combinaison de ces variables. Et donc, dès qu'on a ça, on a les trois ou deux variables qui sont les plus utiles pour expliquer les tendances historiques qu'on a dans les données. Donc, dès qu'on a ça, on a une équation pour une courbe. Et donc, on peut utiliser cette courbe pour exprimer le taux de possession en fonction de nos critères discriminants. Et dernier point, avec tout ça, avec ces taux de possession, on peut évaluer les taux de possession et continuer avec la modélisation. Mais avant de continuer, un point très important quand on fait ce genre d'analyse pour évaluer notre variable d'activité dans l'avenir et aussi par la suite notre demande en service énergétique, on doit se poser les questions, mais quelles données sont disponibles à nous pour faire ce genre d'analyse? Est-ce que dans mon pays, j'ai les données nécessaires pour pouvoir dire, OK, dans la période historique, le taux de possession des frigos dans chaque ménage a évolué par temps? Parce que souvent, nous, on a vu dans nos travaux, on va pas trouver les données nécessaires dans chaque pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a quelques solutions en place pour pouvoir à moins avoir quelques hypothèses qui vont nous servir et qui vont nous fournir les données nécessaires pour faire notre modélisation. Donc, pour nous, la première étape, c'est de classer des pays selon plusieurs critères. Donc, on va mettre ensemble tous les pays avec un contexte économique assez similaire. Donc, on va mettre les pays riches avec un climat froid dans la même classe, par exemple. On va mettre les pays en voie de développement avec un taux d'accès à l'électricité un peu faible dans la même classe. Et donc, comme ça, on va souvent se trouver avec notre pays, avec les pays voisins similaires dans la même classe. Et ensuite, après qu'on a fait cette classification, on va passer pays par pays pour évaluer le niveau de données, de disponibilité des données dans chaque pays. Donc, on va mettre chaque pays on a trois options pour chaque pays. Donc, la première option, que ce soit bien renseigné. Donc, on a toutes les données nécessaires pour construire notre courbe, donc notre relation entre les variables discriminants et les variables d'activité. Donc, ça, c'est parfait. On peut procéder directement à la construction de cette courbe et faire notre projection de taux de possession, de nombre de gens par ménage, par exemple.
Deuxième option, on n'a pas assez de données pour bien construire une courbe pour le pays. Peut-être on va avoir 2-3 points. Donc, je sais pas, ça peut être le taux de possession de climatiseurs il y a 5 ans. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour construire la courbe qui nous intéresse. Donc, dans ces cas, on va utiliser toutes les données pour les pays dans la même classe. On va mettre toutes ces données ensemble et on va construire la courbe moyenne pour cette classe de pays. Et ensuite, on va prendre cette courbe et on va le bouger sous l'axe pour que la courbe, ça passe directement dans les points de données historiques qu'on a. Et comme ça, on a une courbe qui décrit assez bien les tendances qu'on peut attendre à voir dans le pays et qui passe dans les points de données historiques que nous avons. Et la troisième option, ça c'est pour les pays où on ne trouve vraiment pas de données pour l'usage qui nous intéresse. Dans ces cas, on va juste prendre les données pour tous les pays dans la classe et construire une courbe moyenne pour tous les pays dans cette classe. Et on va juste devoir utiliser cette courbe. C'est la seule option pour pouvoir continuer à fournir les données nécessaires à notre modèle. Et donc, juste pour faire un petit mot sur l'Afrique, avec les travaux que nous avons faits sur l'Afrique et la publication de notre rapport sur l'Afrique en 2019, nous avons regardé avec pas mal d'institutions et en parlant avec chaque pays pour voir le niveau des données disponibles. Et souvent, on a dû faire ce genre de processus et prendre le moyen pour chaque classe de pays pour pouvoir procéder. Et donc, c'est un outil très important pour nous pour pouvoir combler les trous. Et donc, là, je vais terminer avec l'explication de comment est-ce qu'on passe de ces variables déterminantes, donc PIB par capita, etc., vers les variables d'activité. Maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait quand on a le variable d'activité et comment est-ce qu'on peut passer à évaluer la demande en service énergétique. Donc, ça, c'est cette énergie utile. Donc, premièrement, pour calculer cette demande en service énergétique, on a besoin de cette variable d'activité. Donc, on a beaucoup parlé de ça, mais on a aussi besoin de la demande énergétique historique par combustible et par utilisation, donc pas d'un type d'usage. On peut aussi utiliser, selon l'utilisation de l'usage d'énergie, les températures historiques et projetées. Parce que, par exemple, si on parle de l'utilisation de l'électricité pour la climatisation, on a envie aussi de voir, à quel point les températures vont augmenter dans l'avenir et quel impact ça va avoir sur les demandes de services énergétiques. Et dernièrement, on va utiliser les données historiques des parts de marché et de niveau d'efficacité des technologies. Et ici, on peut très bien prendre des hypothèses si on ne sait pas, si on n'a pas des données exactes sur les parts de marché de chaque technologie. On peut prendre les hypothèses en disant, on sait que à peu près 80% des systèmes de climatisation sont d'un tel type de technologie avec une efficacité de X. Donc là, nous devons prendre des hypothèses quand on n'a pas les données réelles. Donc déjà, avec tout ça, donc, juste pour revenir sur cette première slide avec les services énergétiques, donc là, on utilise tous les points que je viens d'évoquer pour décrire les besoins en énergie utile. Donc, ça peut être pour avoir de l'eau chaude sanitaire, ça peut être le chaleur pour cuisiner ou la lumière dans un pièce, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette demande en service énergétique? Donc, très bien si on a la projection de la demande en service énergétique totale, mais on a aussi besoin de savoir quel est le pas de cette demande en service énergétique qui doit être rempli, qui doit être fourni par les technologies qui vont être ajoutées dans l'avenir. Parce qu'évidemment, si on regarde aujourd'hui, toute la demande en service énergétique est fournie par les technologies qui existent, qui sont sur le marché dans les ménages aujourd'hui. Mais dans l'avenir, on va avoir une croissance de cette demande totale en service énergétique et aussi on va avoir le parc existant qui va partir à la retraite. Et donc, pour évaluer quel est le taux de retrait des technologies existantes,
nous utilisons un modèle de stock pour enfin pouvoir avoir ce besoin en nouveaux équipements. Donc, juste quelques mots sur la modélisation de la stock des technologies. Avec des hypothèses et des données dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le nombre de ménages qui ont accès à un tel équipement, qui possèdent un tel équipement, et aussi le part de marché de chaque équipement. On peut combiner ces informations et mettre aussi ça avec des hypothèses ou des données sur la durée de vie de chaque technologie pour comprendre à quel point, pour chaque usage d'énergie, on va avoir un retrait, donc le fin de la vie de chaque technologie approche. Et donc, avec tout ça ensemble, on peut combiner donc, la demande en service énergétique total et le retrait des stocks existants pour avoir cette demande en service à satisfaire par des ventes nouvelles. Alors, donc, petit pause. Dès qu'on est arrivé à cette pointe où on a la demande en service énergétique à satisfaire avec les technologies nouvelles, on doit se poser les questions, mais quelle technologie est-ce qu'on va ajouter? Quelle technologie est-ce que les ménages vont acheter? Évidemment, il y a plusieurs choix. Donc pour chaque utilisation d'énergie, j'ai une gamme de technologies à choisir. Et donc, peut-être on ne va pas modéliser tous les types de technologies, mais on peut essayer de décrire dans notre modèle les technologies pour les usages qui nous intéressent le plus. Donc, j'imagine en Afrique, on est moins intéressé dans la modélisation de chauffage de l'espace parce que ce n'est pas un usage d'énergie très important. Cependant, on pourrait être très intéressé par le refroidissement ou par le chauffage d'eau chaude sanitaire, le cuisson, par exemple. Donc, on peut adapter les types de technologies qu'on modélise dans notre modèle en lien avec les entrées dans le pays et les objectifs de votre modèle. Et donc, pour nous, on essaie à l'AIE, dans notre modèle, de représenter une gamme de technologies assez précises pour chaque usage et pour chaque type de combustible dans chaque usage et pour représenter plusieurs niveaux d'efficacité. Donc, par exemple, pour les appareils ménagers, on va représenter le télé bas de gamme moins efficace et les télés bien plus efficaces et peut-être un peu plus cher aussi. Donc, c'est à nous de fournir toutes ces données technologiques d'efficacité et de prix au modèle pour que ensuite le modèle puisse choisir entre ces technologies. Alors, donc, comment est-ce que dans le modèle, on choisit une technologie pour répondre à cette demande en service? Donc, nous, à l'AIE, de notre modèle, on utilise une approche qui combine premièrement le coût d'une technologie, mais pas juste le coût en termes d'investissement, mais aussi le coût d'opération. Donc, en prenant en compte le prix d'énergie et l'efficacité d'une telle technologie. Donc, on met ces informations d'investissement et de prix d'opération et d'utilisation ensemble pour ensuite pouvoir calculer un part de marché approximatif pour chaque technologie. Donc, bien sûr, très important de commencer avec une représentation qui essaie de simuler les choix faits par les ménages, mais on doit aussi à ces points intégrer les politiques et d'autres contraintes qui pourraient impacter les choix des gens. Par exemple, si je n'ai pas d'accès à l'électricité, je ne vais pas choisir une technologie qui utilise l'électricité. Aussi, le gouvernement a mis en place une politique qui limite, qui empêche les gens à acheter une telle technologie. Il faut qu'on intègre ces contraintes dans nos modèles. Et dans l'autre sens, on pourrait avoir une situation où le gouvernement a envie d'inciter l'adoption d'une telle technologie. Donc, on pourrait penser le solaire thermique. Et donc, peut-être il y a des subventions ou autre chose en place pour inciter les ménages à acheter ces technologies. Donc, c'est à ces points ici que nous allons intégrer toutes ces informations, tous ces contraintes pour ensuite répartir la demande en service énergétique par type de technologie. Et donc, dès qu'on est arrivé à ces points-là, on va avoir, donc ici, c'est un exemple pour l'éclairage, l'évolution de l'efficacité de chaque type de technologie qu'on modélise.
Et ensuite, à droite, le part de marché de chaque technologie. Donc ici, on a 3 scénarios différents. On a un scénario business as usual, donc une continuation des politiques actuelles. Et en vert, on a un scénario bas de carbone, donc décarbonisation. Et donc, déjà à gauche, on peut prendre des hypothèses d'efficacité différentes parce qu'on peut imaginer que dans un scénario où on décarbone rapidement, les technologies qu'on va utiliser pour décarboner vont voir une augmentation de leur efficacité parce qu'il y aura plus de déploiement de ces technologies, plus d'argent qui va entrer dans les industries qui développent ces technologies. Donc, on peut prendre ça en compte à gauche avec les niveaux d'efficacité. Et après, à droite, c'est le résultat, c'est les choix de modèles. Quel est le pas d'une telle technologie dans le marché total? Donc ici, on voit que dans le scénario où on décarbone assez rapidement, on a le pas de LEDs dans l'éclairage qui augmente beaucoup plus rapidement que dans d'autres scénarios. Et là, je vais passer la parole à Ariane qui va vous montrer un exercice en Excel qui décrit un peu ces principes que nous avons évoqués. Merci Tim. Donc comme il vient de le dire, on va essayer donc de mettre en application ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Donc dans un petit exercice Excel qui cherche à déterminer donc la demande d'électricité liée à la demande de refroidissement, donc de froid. Donc pour cela, on a plusieurs données disponibles, notamment donc tout ce qui est déterminant de la demande. Donc on a des données historiques. Ces déterminants vont nous permettre, grâce à une analyse économétrique, de définir la demande en service énergétique. Cette demande en service énergétique va être satisfaite par différentes technologies que vous retrouvez ici. Cette répartition des différentes technologies va être donc, faite comme dans le modèle LAE par une approche basée sur les coûts. Et avec des hypothèses sur le niveau d'efficacité, on va pouvoir en déduire la demande finale en énergie. Donc ça suit vraiment les grandes étapes qu'on vous a présentées jusqu'à présent. Donc revenons maintenant dans chaque petit segment de cette modélisation. Donc comme je viens de vous le dire, donc on a différentes données qui nous permettent de définir les déterminants. Donc on a tout d'abord des données historiques qui sont récupérées auprès de différentes institutions. Si jamais il manque, comme l'expliquait Tim, quelques données dans les données historiques, on essaye de les reconstruire. Mais c'est vraiment donc notre base de départ. Parmi ces déterminants, on a notamment le PIB par habitant et la population. Et pour ces deux déterminants, il va falloir définir une évolution dans le futur, puisque nos données historiques s'arrêtent dans cet exercice en 2018. Il va falloir définir donc une projection. Donc là encore, le plus souvent, nous, à l'AIE, on récupère ces données auprès d'autres institutions, mais libre à vous de définir vous-même vos projections pour ces différentes variables. Donc nous avons le PIB par habitant, la population, le nombre de ménages également en données historiques, le nombre de climatiseurs, l'intensité de la demande en service et la demande en électricité, donc qui correspond à la demande de froid. Donc tout ça, ce sont nos données historiques. Première étape, nous allons vouloir définir l'évolution du nombre de ménages, donc sur cette ligne-là. Donc je vais agrandir cette petite partie. Et pour ça, pour définir l'évolution du nombre de ménages, on va s'appuyer sur le PIB par habitant, donc cette ligne-là, et le nombre de personnes par ménage, puisque du coup, donc, le nombre de ménages va être égal au nombre de personnes par ménage fois
pardon, le nombre de ménages va être égal à la population divisé évidemment par le nombre de personnes par ménage. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans cette formule ici. Mais pour définir donc le nombre de ménages, il faut avoir donc l'évolution du nombre de personnes par ménage, puisqu'on a juste l'historique pour l'instant. Et pour cela, on va utiliser donc une fonction économétrique, donc du type que Tim vous a présenté lors de la présentation. Et on va utiliser en fait Excel pour définir les différents paramètres de notre fonction économétrique. Donc ici, vous avez la fonction économétrique qui dépend de 3 paramètres, A, B et C, et qui relie l'occupation des ménages en fonction du PIB par habitant. Donc ici, on a le PIB par habitant avec la projection dans le futur. Ici, on a les données historiques du nombre de personnes par ménage. On va, grâce à notre fonction économétrique, définir la valeur des différents paramètres A, B et C. Donc, qu'on retrouve ici, c'est donc un solver Excel qui nous permet de minimiser l'erreur en fait entre l'estimation que l'on obtient avec ces paramètres A, B et C, qu'on a donc ici sur cette ligne-là, et la valeur réelle historique que l'on a du nombre de personnes par ménage. Une fois qu'on a défini ces paramètres A, B et C avec notre solver Excel, on peut déterminer donc la projection dans le futur de cette variable qui dépend, donc, comme vous le voyez, du PIB par habitant et de nos paramètres A, B et C, donc en reprenant la fonction que vous voyez ici. Si jamais vous avez des questions sur cet exercice, n'hésitez pas à m'interrompre puisque je pense que ce sera plus simple que je vous réponde si vous avez des doutes au fur et à mesure pour que tout soit bien clair dans la façon dont la modélisation est construite dans ce petit modèle. Donc, je reprends. Donc, on a, grâce à notre fonction économétrique, défini l'évolution du nombre de personnes par ménage dans le futur. Et donc, on peut évidemment en déduire le nombre de ménages, son évolution future, en fonction de cette variable et donc de la population totale. Second paramètre à définir, seconde grande variable à définir, c'est le nombre de climatisateurs au total. Donc, on a ici, voilà, c'est ce qu'on veut obtenir. Et pour cela, il faut définir l'évolution du nombre de climatisateurs par ménage. Et donc pour cela, on utilise une autre fonction économétrique là, qui est cette fois beaucoup plus simple, puisque c'est juste une régression qui nous donne le nombre de climatiseurs par ménage en fonction du PIB par habitant, donc, que vous voyez ici. Donc ici, on a donc dans cette petite partie-là, on a toujours les données historiques, donc celles-ci sont déjà données par nos données de départ. Et de nouveau, on va définir une relation entre ces deux paramètres, donc nombre de climatisateurs par ménage et le PIB par habitant grâce à Excel, un petit solver Excel, qui va nous donner les paramètres A et B, que vous retrouvez ici. Et c'est ce qui va nous donner donc l'évolution future du nombre de climatiseurs par ménage. On trouve qui dépend des paramètres A et B et du PIB par habitant qui se trouve ici. Une fois qu'on a ce nombre de climatiseurs par ménage, évidemment, on peut en déduire le nombre de climatiseurs total, puisqu'il va être égal au nombre de ménages fois le nombre de climatiseurs par ménage. Donc évidemment, on avait les données historiques jusqu'en 2018, donc ici, et grâce aux projections que l'on vient de faire avec ces différentes fonctions économétriques, on peut définir l'évolution future. Donc ça, c'était la première étape qui nous a permis d'obtenir cette variable très importante qui est le nombre de climatiseurs. Seconde étape, il va falloir définir la demande en service énergétique. Pour cela, on procède un peu différemment. On va utiliser l'intensité de la demande en service, c'est-à-dire le nombre, la valeur de kilowattheure en service énergétique fourni par chaque appareil. Donc ici, on a évidemment toujours
nos données historiques. Et on va définir une évolution possible de cette intensité en utilisant un facteur ici qui a été fixé à 3,5%, mais évidemment, on peut par exemple le modifier et ça passe à 5%. Et vous voyez ici sur le petit graphique que la demande de service, l'intensité de la demande en service se modifie. On va revenir à 3,5%. Donc ici, vous voyez que notre évolution de la demande, de l'intensité de la demande en service va dépendre donc, de ce petit paramètre que je viens de bouger. Et à partir donc, de la variable intensité de la demande en service et du nombre d'appareils, ici, nombre de climatiseurs, on va obtenir la demande totale en service, donc, qui est égale évidemment à la multiplication de ces deux variables. Une fois qu'on a la demande en service énergétique, il va falloir maintenant la satisfaire donc par différentes technologies. Et on fait l'hypothèse donc dans cet exercice qu'on a 3 technologies qui ont différentes parts de marché. Donc là, on est dans ce petit segment approche basé sur les coûts. Donc ici, on a la part des différentes technologies dans les données historiques. Et il va falloir définir l'évolution de la part de ces différentes technologies dans le futur. Ici, on a un paramètre qui va nous permettre donc, de jouer avec les hypothèses sur les différentes parts de marché. Donc là, pour l'instant, la technologie 3 a une part fixée à 0% en 2030. Vous voyez que cette valeur-là dépend de cette petite case ici. Si on met, par exemple, une part de marché à 10%, vous voyez que les valeurs changent et que la part de la technologie 1 diminue. La technologie 2, par contre, elle est fixée, son évolution est fixée. Son évolution dans le temps augmente à chaque fois de 1%. Donc évidemment, il y a plusieurs méthodes possibles pour définir les différentes parts de marché de ces technologies. On peut donc utiliser par exemple des approches plus basées sur les coûts comme on fait à l'AIE ou voilà, définir des niveaux d'objectifs qui dérivent par exemple de politiques publiques qui fixent un objectif d'atteinte de 10% de la technologie la plus efficace dans le parc par exemple. Donc là, on a défini donc, les différentes parts de marché de chaque technologie. Évidemment, à chaque technologie, on a des efficacités qui sont différentes. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. Je vais revenir pour voir en arrière. Voilà, hop. Ces efficacités, donc là on a des données encore une fois historiques. Ces efficacités vont évidemment évoluer au cours du temps. Donc ici on a une évolution qui est basée sur un paramètre fixé à 1,5% pour la technologie 1, 2% pour la technologie 2 et 3,5% pour la technologie 3. Évidemment, on peut de nouveau jouer avec ces paramètres, définir des évolutions plus ou moins rapides des différentes efficacités. Et une fois qu'on a les efficacités de chaque technologie et la part de marché de chaque technologie, on détermine facilement l'efficacité moyenne de notre parc de climatiseurs. Évidemment, on a toujours les données historiques, qui sont donc les données réelles. Et ici, on a notre projection de l'efficacité de notre parc de climatiseurs. Une fois, donc ici, vous avez évidemment le petit graphe qui correspond à l'évolution de l'efficacité de notre parc, donc avec les données historiques ici, et en pointillé l'hypothèse d'évolution de ce parc. Et donc finalement, on va pouvoir donc définir la demande finale en énergie, donc la dernière partie de notre modélisation, donc le résultat qui nous intéresse le plus, qui est donc tout simplement égal à la demande de service divisée par l'efficacité de notre parc de climatiseurs. Encore une fois, les données historiques dépendent donc des différents paramètres, mais ce sont des données réelles. Et ici, vous avez l'évolution
qui en a été déduite, donc des différents paramètres dont on vient de parler. Et on observe ici notre résultat final, donc avec jusqu'ici les données historiques et l'évolution qui a été projetée avec ce petit exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puisque nous allons repasser à la présentation PowerPoint. Donc, si vous avez des questions sur l'Excel, c'est maintenant que ce sera le plus simple de répondre. Et sinon, je laisse la parole à Tim pour finir sur le secteur de la modélisation. Merci beaucoup, Ariane. Donc, j'espère que cet exercice a rendu tout ce processus un peu plus tangible pour vous. Et j'espère aussi que l'exercice va vous servir après pour mieux comprendre et commencer à évoluer avec vos modèles. Donc, moi, je vais juste terminer l'explication des processus que nous, on utilise pour modéliser la demande en énergie. Avec la dernière étape, c'est de passer à cette demande en service énergétique et l'équipement que nous avons alloué pour répondre à cette demande en service énergétique, de passer de ça vers la demande en énergie finale. Donc, évidemment, les informations les plus importantes là, c'est les efficacités de chaque technologie. Donc, souligné ici en rouge, parce que nous avons déjà alloué les technologies pour chaque usage d'énergie. Et donc, avec les infos sur cette efficacité de cette technologie, on peut calculer la demande en énergie finale. Et ensuite, avec cette demande en énergie finale, on peut calculer aussi les émissions de CO2 directes, donc émis après qu'on brûle du gaz ou du pétrole ou autre chose dans le secteur des bâtiments, ou sinon des émissions indirectes qui sont liées à l'utilisation de l'électricité, par exemple. Parce que dans ce modèle, on a utilisé les coûts par technologie pour pouvoir choisir quelle technologie allouer dans le modèle. On peut aussi utiliser ces informations sur le coût pour comprendre quel niveau d'investissement est nécessaire pour réaliser ce système énergétique. Donc, par exemple, on peut contraster les niveaux d'investissement nécessaires si on a un scénario sans politique nouvelle. Aussi, on a un scénario qui pousse vers la décarbonisation du secteur. Donc, voilà quelques exemples des informations clés que nous sortons du modèle qui ensuite servent pour communiquer des messages politiques. Donc, je vais juste terminer avec deux exemples d'analyses que nous avons présentées dans notre rapport sur la demande énergétique en Afrique. Donc, premièrement, ici, on a notre projection de la demande en électricité pour les appareils ménagers dans les pays en Afrique subsaharienne. Donc, premièrement, à gauche, on a la demande en électricité dans le scénario de politique annoncée. Donc, ça, c'est le STEPS. Et après, à droite, on passe vers la demande dans le scénario dit le Africa Case, donc avec un niveau de PIB bien plus élevé et un accès à l'électricité universelle. Donc, dans ce deuxième scénario, on a une demande de services énergétiques beaucoup plus élevée parce que les gens sont plus riches et les gens ont accès à l'électricité. Donc, ça, c'est l'augmentation qu'on voit dans le bas bleu clair. Mais aussi, dans ce scénario, on pousse l'efficacité énergétique. Donc, on intègre dans le scénario une augmentation des niveaux d'efficacité et un mouvement en évolution dans chaque marché pour augmenter l'efficacité moyenne des appareils vendus et pour limiter, mettre en place un seuil qui limite la vente des appareils les moins performants. Et donc, ça nous permet d'augmenter le niveau de service fourni à la population sans augmenter dans la même façon la demande électrique. Donc, ça veut dire qu'on peut augmenter les demandes de service sans les mêmes conséquences sur le système électrique et les investissements nécessaires pour produire cette électricité. Et donc, je vais terminer avec un deuxième exemple qui parle des besoins en confort, donc en climatisation en Afrique. Donc,
comme on le sait tous, en Afrique, les besoins de refroidissement sont bien plus élevés que dans beaucoup d'autres régions du monde, bien plus élevés qu'aux États-Unis ou en Europe du Sud. Cependant, le taux de possession d'appareils de climatisation est très faible aujourd'hui et la demande électrique pour cet usage d'énergie est très faible. Mais si on regarde dans nos projections vers 2040 ici, on voit que la population augmente très fortement et spécifiquement dans les villes. Donc, il y a un taux d'urbanisation qui va augmenter et aussi les températures qui vont augmenter. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un besoin de refroidissement qui va grandir très rapidement en Afrique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on risque d'avoir une augmentation de la demande en électricité pour le refroidissement de l'ordre d'une vingtaine de TWh en Afrique d'aujourd'hui vers plus de 200 TWh. Et donc, évidemment, pour les systèmes électriques, ça, c'est un énorme poids, une demande d'investissement et d'infrastructure très important pour pouvoir répondre à cette demande. Mais avec notre modélisation au niveau du secteur des bâtiments, on demande que si on met en place des politiques d'efficacité énergétique, on peut presque couper par deux cette augmentation de la demande électrique pour cet usage d'énergie. Donc, pour nous, ça, c'est un très bon exemple de comment on fait toute cette modélisation et on change des hypothèses pour pouvoir démontrer aux décideurs politiques à quel point c'est important de renforcer l'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, voilà un exemple de comment est-ce qu'on rend les résultats de notre modèle utiles. Et donc, je vais terminer la présentation là et ouvrir à tout le monde pour les questions sur la présentation. Donc, n'hésitez pas du tout. Merci. Merci Ariane et Tim pour ces excellentes présentations. Donc à tous, n'hésitez pas soit à lever la main si vous voulez poser une question à l'oral, soit à utiliser la fonctionnalité Q&A. Oui, on a une personne, Miti Shereda, qui a demandé la parole. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour Arnaud, Roger. Donc, c'est M. Miti, je me présente, je suis le coordonnateur du réseau RACE. Et tout d'abord, je voulais un peu vous saluer votre initiative et vous remercier en même temps de ces cours sur les statistiques qui sont très, très intéressants de manière générale pour les sociétés d'électricité, les usagers, les utilisateurs et pour nous en tant que réseau de formation qui pourront s'inspirer un peu pour développer encore davantage ce type de module. Donc, merci encore pour cette très bonne initiative. Bien sûr, à l'orée de cette nouvelle année 2021, comme nous souhaiterions qu'elle soit bonne et meilleure que l'année passée. Je vais directement à ma question. Elle concerne le dernier graphe qui a été présenté concernant l'impact de l'efficacité énergétique sur la réduction de la demande, qui est très, très intéressant, dans la mesure où nous accordons beaucoup d'intérêt maintenant à l'efficacité énergétique. Nous souhaiterions ici, dans le cadre de ce cours, développer peut-être quelques aspects qui vont dans le sens donc ou bien d'exemples, d'aspects concrets pour améliorer l'efficacité énergétique de manière générale du réseau et pour ce cas de figure, s'agissant un peu du froid. Merci pour votre attente. Merci beaucoup, monsieur. Des très bons points. Et sur cette question du froid en Afrique et l'efficacité des appareils, les travaux que l'AIE a fait sur les questions de refroidissement et l'évolution de la demande électrique pour cet usage
ont démontré qu'en Afrique, l'efficacité moyenne d'un appareil qui est vendu est bien plus faible que l'efficacité un maximum d'un appareil sur le marché. Donc, on pourrait penser que le coefficient de performance d'un appareil moyen sur le marché en Afrique, ça peut bouger autour de 3 ou 4 tant que on peut avoir les appareils qui sont performants au niveau d'un coefficient de performance qui est au-delà de 10, par exemple. Et donc, on peut imaginer que très bien, pour mettre en place des politiques d'efficacité énergétique qui vont limiter le vente de ces appareils moins performants et contraindre la population d'acheter ces appareils bien plus efficaces. Mais que ça serait bien plus cher et donc peut-être hors de portée pour les ménages. Mais l'AIE a aussi fait des recherches dans les marchés autour des différentes parties du monde qui ont démontré que souvent, il y a des modèles qui sont exactement du même prix ou de même gamme de prix sur un marché, mais un modèle qui est beaucoup plus efficace qu'un autre. Et donc, ça veut dire qu'on peut augmenter les normes en termes d'efficacité énergétique sans de mettre ces appareils et ces usages d'énergie hors de portée des ménages. Donc, moi, je trouve ces genres d'analyse très intéressants. On n'a pas encore fait cette étude de marché en Afrique subsaharienne, mais par exemple, on a fait dans quelques pays de l'Asie du Sud-Est et on espère faire ces genres d'analyse dans plus de pays dans l'avenir. On a une question d'un des participants sur les fonctions économétriques utilisées dans le fichier Excel. Donc, est-ce que ce sont des fonctions standards où chaque pays devrait développer ces fonctions sur la base des données historiques? Donc, les deux fonctions qu'on a utilisées sont une fonction économétrique du type... alors, je vais peut-être pouvoir repartager l'écran. Hop. Je vais me mettre ici. Donc, on avait cette fonction qui dépend donc de 3 paramètres A, B et C. Donc, celle-là, elle est souvent utilisée. Là, pareil, on a une régression qui est là encore plus souvent utilisée. Donc, dans la plupart des modélisations, on a souvent des liens très simples entre deux variables. Mais donc, évidemment, ces liens, on va dire, sont souvent assez génériques. Donc, on peut les retrouver à travers différents pays, comme Tim l'a montré avec ses exemples. Mais évidemment, c'est à vérifier en fait au cas par cas, donc en reprenant les données historiques, en vérifiant bien que quel type de relation marche le mieux entre les variables dont on dispose, que l'on utilise. Donc voilà, je dirais que ce sont des fonctions qu'on retrouve très souvent dans la modélisation et évidemment à utiliser, à regarder en fonction de ses besoins. Je ne sais pas si Tim, tu veux compléter avec les exemples que tu as montrés. Je pense que ça, c'est très bien, mais le point pour nous, le point le plus important, c'est juste de mettre toutes ces données ensemble et ensuite de commencer à évaluer avec différents types de fonctions pour pouvoir trouver la fonction qui décrit le mieux la relation entre ces variables économiques et les variables d'activité. Et donc, comme on a vu dans l'exemple, une régression linéaire, ça peut très bien marcher dans certains cas, mais dans la plupart des cas, une courbe en S, ça va bien décrire l'évolution de taux de possession des appareils, par exemple. Alors, on a également des questions de M. Louzindé. Je peux peut-être commencer par répondre. Est-ce que l'AIE peut aider la RDC à établir une modélisation sur le secteur des bâtiments? Je réponds de manière générique et après peut-être Tim et Ariane, si vous pouvez parler sur la politique BPOS, bâtiment à énergie positive, ou sur des choses plus spécifiques. Mais de manière générale, sur un peu ce programme de formation,
je vous ai repartagé mon écran. Là, on est sur la première étape, donc, qui est le cours en ligne, où on vous présente un petit peu les bases des statistiques, de la modélisation. C'est un programme qui va encore avoir lieu sur les 2 prochaines années. Et donc, ce qu'on vous proposera, ce sera d'autres activités ensemble, notamment des sessions plus pratiques quand on pourra faire des formations ensemble sur place à Kinshasa, et un projet de fond qu'on devra définir ensemble. Donc, selon nos discussions, selon les besoins, ça pourrait être de travailler à un module de modélisation du secteur des bâtiments ou d'un autre secteur. Ça, ce sera vraiment à définir ensemble. Mais c'est effectivement quelque chose, une activité sur laquelle on va pouvoir travailler dans les prochains mois. À nouveau, la prochaine étape, après ces 20 heures de séminaire en ligne, c'est de pouvoir approfondir et pratiquer davantage avec une première session de formation sur place dans les prochains mois, ou dès qu'on y verra un peu plus clair sur la situation sanitaire internationale. Oui, ce serait avec grand plaisir si on pourrait venir sur place, continuer ces formations. Et juste un point aussi pour boucler avec la deuxième question. Est-ce que l'AE peut accompagner le EDC dans la définition de politique BPOS, donc bâtiment en énergie positive, et la promotion de l'efficacité énergétique? Donc, pareil, pour nous, l'objectif de ces genres de présentations, c'est de démontrer comment nous, à l'AE, on fait ces analyses et comment est-ce qu'on présente les résultats de ces analyses pour aider dans la communication, pour que plus de gens comprennent ces enjeux. Et par la suite, ça serait très intéressant de continuer à communiquer avec vous pour mieux comprendre vos besoins et voir avec Arnaud à quel point un projet pourrait être approfondi dans cette direction. Je vais aussi répondre aux questions de Soumaya Goro sur qu'est-ce qu'on peut faire pour désagréger les données, et par exemple les données sur l'efficacité des équipements. Et donc, nous, on fait premièrement une étude de marché, et une étude de la littérature, par exemple. Pardon. Donc, on va voir la littérature pour les régions concernées. On va étudier tous les exemples des technologies qui sont présentes sur le marché. On va étudier leur efficacité. Et ensuite, si besoin, on va aller sur les sites web des ventes en ligne et même, dans certains cas, utiliser des sondages faits sur place par les parties, les parties externes pour mieux comprendre exactement l'efficacité des équipements qui sont présents dans le marché et aussi le prix d'autres valeurs sur les technologies. Et voilà, ces genres des informations pour nous aider à comprendre où il y a un potentiel de rapidement augmenter l'efficacité sans de compromettre le pouvoir des ménages à acheter des technologies pour accéder à des usages en énergie. On a une question sur quels sont les outils utilisés par l'AIE pour évaluer la qualité des données avant la construction des modèles, notamment les données issues d'enquêtes. La force de l'AIE, c'est d'avoir donc plusieurs données qui proviennent donc de plusieurs pays et de plusieurs sources. Et en fait, c'est ça qui nous permet donc de comparer, par exemple, les différents niveaux de demande par ménage ou par personne. Et comme l'a dit Tim, quand on regroupe les pays qui ont des comportements similaires, des usages similaires, c'est là où on peut observer des trous dans les données ou des données qui paraissent trop élevées ou trop basses. Donc en fait, c'est vraiment par comparaison souvent que l'on peut déterminer une faible qualité de données. Évidemment aussi, il y a le bon sens, hein, bien sûr. Des fois, quand on a des pics dans les données, c'est éventuellement un signe de données faussées ou manquantes.
Merci Ariane pour la réponse. En effet, je voulais juste ajouter sur la qualité des données, qu'est-ce que l'AIA fait pour s'assurer que les données sont de bonne qualité. Comme on a vu la semaine dernière, le lundi 11, vous avez accès aussi à la registration de la formation de lundi, que c'était un peu sur l'introduction des fondamentaux des statistiques. Et il y avait une session spécifique sur la vérification de la qualité des données. En effet, il y a, comme disait Ariane, la possibilité de vérifier différentes sources d'informations, mais aussi il y a des checks internes qu'on peut faire sur les données. Par exemple, notamment si on a des données qui proviennent des enquêtes sur la demande, par exemple, au niveau résidentiel, on peut les comparer en effet à des enquêtes ou des données qui proviennent des distributeurs de l'énergie pour voir s'il y a une différence entre l'approvisionnement et l'offre. Et là, par exemple, on peut calculer l'écart statistique de la production et de l'offre d'énergie par rapport à ça qu'il est reporté comme consommé. Après, il y a des autres types de vérifications qu'on peut faire, comme on a vu, notamment l'efficacité. Par exemple, pour la production d'électricité, on peut regarder les ventes, les achats par rapport aux producteurs électriques des combustibles utilisés pour la production électrique et l'output en électricité. Et ça doit tomber dans des fourchettes connues. On sait que certains types de centrales, par exemple, ils ont de l'efficacité et certains d'autres, ils ont des différentes efficacités. Et ça s'applique, la vérification d'efficacité, pas seulement comme je disais, à l'électricité, mais ça peut s'appliquer à tous les autres secteurs de la transformation qu'on a vu un peu dernièrement, par exemple aussi à la production de charbon de bois. Et notons, il y a d'autres choses qu'on peut regarder, comme le disait Ariane, s'il y a des données manquantes ou des pics des années où on a un changement très rapide dans la donnée, on peut toujours faire des vérifications. Surtout, il faut regarder si cet changement rapide a une explication réelle. Par exemple, il y a eu une crise économique ou un autre type de choses qui est passé, qui a des implications sur la production, sur la consommation d'énergie. Désolé pour les Français ce matin. Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter, mais je vous conseille de regarder un peu plus la présentation de lundi aussi, lundi dernier, lundi 11, et sinon de poser plusieurs questions à l'AIA. Il y a aussi un manuel sur les statistiques qu'on a sur notre site du programme que vous pouvez télécharger et regarder, qui donne un petit peu les bases et les fondamentaux pour faire le reporting des statistiques, donc les bonnes définitions, etc., etc. Je m'arrête là, sinon on va parler jusqu'à demain. Oui, je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation sur cette première matinée de modélisation. Un immense merci, Ariane, Tim, pour vos excellentes présentations et l'illustration avec le secteur des bâtiments. Et on vous donne rendez-vous mercredi matin, donc 9h, heure de Kinshasa, pour 3 nouvelles heures sur la modélisation. On va commencer avec le secteur de l'électricité et ensuite on abordera le secteur de l'approvisionnement en hydrocarbures et les présentations, les exercices vous seront envoyés dans l'après-midi pour que vous puissiez commencer à vous préparer. Merci à tous et excellente journée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.